Bonsoir et bienvenue sur Histoire du soir. Je suis Thomas, et ce soir nous partirons à la rencontre des centaures, ces êtres fascinants mi-hommes, mi-chevaux, qui peuplaient les forêts anciennes de Thessalie. À travers leurs légendes et leur sagesse, nous explorerons le lien profond entre humanité et animalité qui sommeille en chacun de nous. Laissez cette histoire mythologique vous emporter doucement vers le pays des rêves. Si ces récits vous accompagnent vers un sommeil paisible, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir la création de nouveaux contes apaisants. À présent, fermez les yeux et détendez-vous. Dans les brumes du temps ancien, là où le ciel effleurait la terre et où les vents murmuraient des secrets oubliés, vivaient les centaures. Ces êtres extraordinaires, mi-hommes, mi-chevaux, peuplaient les forêts denses et les vallées verdoyantes de la Thessalie, dans l'ancienne Grèce. Leur existence même était un pont entre deux mondes, une fusion parfaite entre la sagesse humaine et la puissance animale. Imaginez, si vous le voulez bien, un être dont le torse et la tête sont ceux d'un humain, mais dont le corps est celui d'un cheval majestueux. 4 jambes puissantes foulent le sol, tandis que des bras humains s'élèvent vers le ciel étoilé. Cette dualité n'est pas qu'une simple curiosité anatomique, mais le reflet d'une profonde vérité sur notre nature même. Les centaures sont nés, selon les récits anciens, de l'union d'Ixion, roi des Lapites, et de Néphélé, une nuée à laquelle Zeus avait donné l'apparence des rats. De cette union naquit Centauros, l'ancêtre de tous les centaures. D'autres récits les décrivent comme les enfants d'Apollon et de Hébé, ou encore comme les fils de Centauros et des juments de Magnésie. Quelle que soit leur origine exacte, les centaures étaient connus pour leur nature double, à la fois sauvage et civilisée. Ils habitaient les montagnes et les forêts, vivant en harmonie avec la nature qui les entourait. Le mont Pélion était leur demeure de prédilection, ces pentes verdoyantes où ils pouvaient galoper librement sous le regard bienveillant des dieux. Le plus célèbre d'entre eux était sans doute Chiron. Contrairement à ses frères souvent décrits comme violents et impulsifs, Chiron était un être de sagesse et de connaissance. Fils de Cronos et de l'océanide Philyra, il possédait une immortalité qui lui venait de son père. Sa sagesse était telle qu'il devint le précepteur de nombreux héros grecs, transmettant son savoir en médecine, en musique, en chasse et en prophétie. Parmi ses élèves, on comptait Achille, le plus grand guerrier de la guerre de Troie. Chiron l'éleva comme son propre fils, lui enseignant non seulement l'art de la guerre, mais aussi celui de la guérison. Jason, le chef des Argonautes, apprit auprès de lui les vertus de la patience et de la persévérance. Asclépios, futur dieu de la médecine, reçut de Chiron les secrets des plantes médicinales et de la chirurgie. Mais tous les centaures n'étaient pas comme Chiron. La plupart d'entre eux étaient connus pour leur nature tumultueuse, leur amour du vin et leur comportement parfois bestial. Ils incarnaient la tension entre nos instincts primitifs et notre aspiration à la civilisation. Un épisode fameux illustre bien cette dualité. Lors des noces de Pirithous, roi des Lapites, et d'Hippodamie, les centaures furent invités au festin. Enivré par le vin, qu'il n'avait pas l'habitude de boire, le centaure Eurytion tenta d'enlever la mariée. Ce geste déclencha une bataille sanglante entre les Lapites et les centaures, connue sous le nom de centauromachie. Cette bataille, souvent représentée dans l'art grec, symbolise le conflit entre la civilisation et la barbarie,
entre la raison et la passion incontrôlée. Les Lapites, représentants de l'ordre social, s'opposent aux centaures, incarnation des forces primitives de la nature. Pourtant, réduire les centaures à de simples symboles de la sauvagerie serait une erreur. Leur nature duelle nous rappelle notre propre condition humaine, perpétuellement tiraillée entre nos aspirations les plus nobles et nos instincts les plus primitifs. Nous sommes, comme eux, des êtres de frontières, habités par des forces contradictoires. Dans les profondeurs de la forêt de Thessalie, les centaures vivaient selon leurs propres lois. Ils se nourrissaient de viande crue et de fruits sauvages, chassant avec une adresse inégalée. Leur vitesse et leur force en faisaient des chasseurs redoutables, capables de poursuivre les cerfs les plus rapides. Leur société était organisée en tribus, chacune dirigée par un chef respecté pour sa force et sa sagesse. Les jeunes centaures apprenaient auprès de leurs aînés l'art de la chasse, de la guerre et de la survie en forêt. Les femelles centaures ou centauresses, plus rarement mentionnées dans les récits, étaient réputées pour leur beauté et leur grâce. Les centaures entretenaient un rapport privilégié avec la nature qui les entourait. Connaisseurs des plantes et des cycles naturels, ils savaient quand et où trouver les herbes médicinales. Cette connaissance intime de la nature faisait d'eux d'excellents guérisseurs, capables de soigner aussi bien les blessures physiques que les maux de l'âme. Chiron, en particulier, excellait dans l'art de la médecine. Sa grotte, située sur le mont Pélion, était un véritable sanctuaire de guérison, où affluaient ceux qui cherchaient remède à leurs souffrances. On raconte que même Apollon, dieu de la médecine, venait parfois lui demander conseil. Les centaures possédaient également une profonde connaissance des astres. La nuit, ils observaient le ciel étoilé, identifiant les constellations et prédisant les changements de saison. Cette science astronomique leur permettait de se guider dans leurs déplacements et d'anticiper les événements naturels. Mais leur savoir ne se limitait pas aux sciences naturelles. Les centaures étaient aussi des êtres de musique et de poésie. Lors des nuits de pleine lune, ils se rassemblaient dans les clairières pour chanter et danser, leurs voix mêlées au son des flûtes de Pan et des lyres primitives. Ces cérémonies nocturnes étaient des moments de communion avec les forces cosmiques où les centaures célébraient leur appartenance à la fois au monde humain et au monde animal. Dansant sous les étoiles, ils incarnaient l'harmonie possible entre ces deux natures que tout semble opposer. Dans la mythologie grecque, les centaures sont souvent associés à Dionysos, dieu du vin et de l'ivresse. Comme lui, ils représentent les forces de la nature sauvage, indomptées par la civilisation. Mais ils sont aussi liés à Apollon, dieu de la lumière et de la raison, par leur connaissance et leur sagesse. Cette double affiliation reflète bien leur nature complexe. Ni totalement humains, ni totalement animaux, ils évoluent dans un entre-deux fascinant qui défie nos catégories habituelles. Ils nous rappellent que la frontière entre humanité et animalité est peut-être plus floue que nous ne voulons l'admettre. Car qu'est-ce qui définit véritablement l'humanité? Est-ce la raison, la capacité de penser et de créer? Ou est-ce plutôt notre appartenance à une communauté, notre capacité à vivre ensemble selon des règles partagées? Et l'animalité, qu'est-elle sinon cette force vitale qui nous habite, cette énergie primordiale qui nous relie au monde naturel? Les centaures, dans leur sagesse silencieuse, nous invitent à reconsidérer ces questions fondamentales.
Pholos était un centaure différent des autres. Ami d'Héraclès, il l'accueillit dans sa grotte lors de son 4e travail, la capture du sanglier d'Érymanthe. Contrairement à ses frères, Pholos était cultivé et hospitalier. Il offrit à Héraclès de la viande rôtie, bien qu'il préférât lui-même la viande crue. Cette rencontre entre le héros et le centaure est significative. Elle montre que malgré leurs différences, humains et centaures pouvaient établir des relations d'amitié et de respect mutuel. Pholos et Héraclès, partageant un repas dans la grotte du centaure, incarnent cette possibilité de dialogue entre deux mondes. Tragiquement, cette amitié fut de courte durée. Lorsque Pholos examina une flèche trempée dans le sang de l'hydre de Lerne, il se blessa accidentellement et mourut. Héraclès, affligé, lui offrit des funérailles dignes d'un guerrier. Un autre centaure, Nessos, eut un destin encore plus tragique. Chargé de faire traverser le fleuve Événos à Déjanire, épouse d'Héraclès, il tenta de l'enlever. Héraclès, furieux, le perça d'une flèche empoisonnée. Avant de mourir, Nessos offrit à Déjanire sa tunique imbibée de son sang, prétendant qu'elle agirait comme un filtre d'amour. Ce fut en réalité un poison mortel qui causa la mort d'Héraclès, lorsque Déjanire, craignant de perdre son amour, lui fit porter cette tunique. Ainsi, même dans la mort, le centaure exprima cette dualité entre amour et destruction, entre passion et vengeance. Revenons à Chiron, le plus sage des centaures. Son destin fut à la fois tragique et glorieux. Blessé accidentellement par une flèche d'Héraclès trempée dans le sang de l'hydre, il souffrait d'une douleur insupportable. Immortel, il ne pouvait trouver la délivrance dans la mort. Dans un acte de compassion, il offrit son immortalité à Prométhée, acceptant de mourir à sa place. Zeus, touché par ce sacrifice, le plaça dans le ciel sous la forme de la constellation du Centaure. Cette apothéose céleste de Chiron symbolise la transcendance possible de notre condition duelle. Par son sacrifice, il dépasse les limites de sa nature hybride pour atteindre une forme d'harmonie supérieure. Il devient une étoile, guidant les hommes dans la nuit de leur existence. Les centaures nous parlent ainsi de notre propre quête d'équilibre. Comme eux, nous sommes tiraillés entre des forces contradictoires, raison et passion, culture et nature, individualité et communauté. Leur existence même est une invitation à accepter cette complexité, à l'embrasser plutôt qu'à la fuir. Dans nos sociétés modernes, où la séparation entre l'humain et l'animal est souvent présentée comme absolue, les centaures nous rappellent notre parenté fondamentale avec le monde naturel. Ils nous invitent à reconsidérer notre place dans ce monde, non comme des maîtres isolés, mais comme partie intégrante d'un tout plus vaste. Imaginez un instant la sensation d'être centaure, sentir le sol sous vos 4 sabots, le vent dans votre crinière, tandis que votre torse humain se dresse vers le ciel. Percevoir le monde à la fois avec la sensibilité d'un cheval et l'intelligence d'un humain. Cette expérience unique nous est inaccessible, et pourtant, elle nous fascine, car elle représente une manière d'être au monde qui transcende nos limitations habituelles. Les centaures incarnent un rêve ancestral, celui d'une réconciliation entre notre nature animale et notre conscience humaine. Les philosophes grecs se sont souvent interrogés sur la signification de ces êtres hybrides. Pour Platon, ils représentaient la partie irrationnelle de l'âme, celle qui doit être domptée par la raison. Pour Aristote, ils illustraient la difficulté d'atteindre la vertu,
tiraillés qu'ils étaient entre des désirs contraires. Mais peut-être faut-il voir les centaures non comme des êtres déchirés, mais comme des êtres réconciliés. Leur anatomie même suggère une harmonie possible entre deux natures que tout semble opposer. Ils ne sont pas mi-hommes, mi-chevaux, mais pleinement les deux à la fois. Dans les forêts de Thessalie, les centaures vivaient selon un rythme différent du nôtre. Leur journée était dictée par les cycles naturels, lever du soleil, zénith, crépuscule, nuit étoilée. Ils se déplaçaient sans cesse, suivant les troupeaux de cerfs et les saisons. Au printemps, ils célébraient le renouveau de la nature par des danses et des chants. L'été les voyait chasser dans les plaines verdoyantes, leurs silhouettes se détachant sur l'horizon brûlant. L'automne était le temps de la récolte des fruits sauvages et des herbes médicinales. L'hiver, enfin, les rassemblait dans les grottes profondes où ils partageaient les récits anciens et transmettaient leur savoir aux jeunes générations. Assis autour d'un feu crépitant, les centaures contèrent l'histoire de leurs ancêtres et les mystères de l'univers. Ces récits, transmis oralement, constituaient la mémoire collective des centaures. Ils y puisaient leur identité et leur connaissance du monde. Parmi ces histoires, celle de leur origine était particulièrement sacrée. On raconte que les premiers centaures naquirent de l'union d'Ixion, roi des Lapites, et de Néphélé, un nuage à qui Zeus avait donné l'apparence d'Héra. Cette naissance extraordinaire marquait déjà leur nature duelle. Nés d'un mortel et d'un artifice divin, ils étaient destinés à une existence entre deux mondes. D'autres récits attribuent leur création à Poséidon, dieu des mers et des chevaux. Selon cette version, il aurait façonné les centaures à partir de l'écume marine et de la terre, créant ainsi des êtres à la fois fluides comme l'eau et solides comme la terre. Quelle que soit leur origine exacte, les centaures se considéraient comme les gardiens d'un savoir ancien, antérieur même à la civilisation humaine. Ce savoir concernait les secrets de la nature, les propriétés des plantes, le langage des animaux et les mystères des astres. Chiron, en particulier, était dépositaire de cette connaissance millénaire. Dans sa grotte du mont Pélion, il avait rassemblé des centaines de plantes médicinales, classées selon leurs propriétés. Il connaissait le remède à chaque maladie, le baume pour chaque blessure. Mais son savoir allait bien au-delà de la simple médecine. Chiron était aussi un astronome accompli, capable de prédire les mouvements des corps célestes. Il enseignait à ses disciples l'art de se guider grâce aux étoiles, connaissance essentielle pour les voyageurs de l'époque. Il était également versé dans l'art de la musique et de la poésie. Sa lyre, fabriquée à partir d'une carapace de tortue et de cornes de cerf, produisait des sons d'une beauté inégalée. Lorsqu'il jouait, les animaux s'approchaient pour l'écouter, et même les arbres semblaient se pencher vers lui. Cette capacité à toucher tous les êtres vivants par sa musique illustre bien la nature médiatrice des centaures. Ils sont des ponts entre différents mondes, humains et animal, certes, mais aussi terre et ciel, visible et invisible. Leur existence même est une invitation à dépasser les dualismes qui structurent notre pensée. Car les centaures nous enseignent que les frontières que nous établissons entre les catégories sont peut-être plus poreuses que nous ne le pensons. Humain et animal, nature et culture, corps et esprit. Ces oppositions sont-elles réellement indépassables? Les centaures, dans leur sagesse silencieuse, nous suggèrent que non. Ils nous invitent à imaginer d'autres façons d'être au monde,
d'autres modalités d'existence qui ne seraient pas fondées sur l'exclusion, mais sur l'inclusion. Imaginez un instant un monde où les humains vivraient en harmonie avec leur nature animale, où la raison ne serait pas opposée à l'instinct, mais travaillerait de concert avec lui. Un monde où la culture ne serait pas une négation de la nature, mais son prolongement et son accomplissement. C'est ce monde que les centaures nous donnent à entrevoir, non pas comme une utopie irréalisable, mais comme une possibilité inscrite dans notre être même. Car après tout, ne sommes-nous pas nous-mêmes des êtres de frontières, habités par des forces contradictoires? Les neurosciences modernes confirment cette intuition ancienne. Notre cerveau comprend des structures héritées de notre passé évolutif, comme le cerveau reptilien et le système limbique, coexistant avec le néocortex, siège de nos facultés rationnelles. Nous sommes, littéralement, des êtres hybrides. Les centaures nous rappellent cette vérité fondamentale. Ils nous invitent à accepter notre complexité, à embrasser notre nature multiple, plutôt qu'à la nier. Ils nous montrent que c'est dans cette acceptation que réside notre force. Car la vraie sagesse, celle que Chiron enseignait à ses disciples, n'est pas de dominer une partie de nous-mêmes par une autre. Elle consiste plutôt à établir un dialogue entre ces différentes instances, à les faire collaborer dans une harmonie dynamique. Dans les forêts de Thessalie, lorsque le soleil se couchait et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, les centaures se rassemblaient pour leurs cérémonies nocturnes. Ces rituels étaient une célébration de leur nature duelle, une occasion de l'honorer plutôt que de la fuir. Ils commençaient par une course effrénée à travers la forêt, leurs sabots martelant le sol dans un rythme endiablé. Cette phase exprimait leur nature équine, leur besoin irrépressible de mouvement et de liberté. Puis venait un moment de calme, où ils se rassemblaient en cercle autour d'un feu. Là, ils partageaient des récits, des chants et des réflexions philosophiques. Cette phase honorait leur nature humaine, leur capacité à penser et à créer. Enfin, dans un mouvement d'unification, ils dansaient ensemble sous les étoiles, leurs corps puissants se mouvant en parfaite harmonie. Cette danse sacrée était l'expression de leur être intégré, ni totalement humain ni totalement animal, mais les deux à la fois. Ces cérémonies n'étaient pas de simples divertissements. Elles avaient une fonction profondément spirituelle et thérapeutique. Elles permettaient aux centaures de maintenir leur équilibre intérieur, de réconcilier les forces contradictoires qui les habitaient. Dans notre monde moderne, où la fragmentation et l'aliénation sont si prévalentes, de tels rituels nous manquent cruellement. Nous avons perdu ces espaces sacrés où nos différentes natures peuvent s'exprimer et s'harmoniser. Les centaures nous rappellent l'importance de ces moments de communion, où l'individu se relie à la communauté et à l'univers. Ils nous invitent à créer nos propres rituels, adaptés à notre époque et à nos besoins. Car c'est peut-être là que réside leur plus grande leçon. La nécessité de cultiver une relation vivante avec notre propre multiplicité. Non pas pour la dompter ou la réduire, mais pour l'honorer et la célébrer. Revenons à Chiron, le centaure sage. Son histoire est particulièrement éclairante pour notre propos. Né de l'union de Cronos et de l'océanide Philyra, il était différent des autres centaures dès sa naissance. Cronos, pour séduire Philyra, s'était métamorphosé en étalon. De cette union naquit un être hybride, à la fois humain et équin. Horrifié par cet enfant monstrueux,
Philyra supplia les dieux de la transformer en tilleul, arbre qui porte encore son nom. Abandonné par sa mère, Chiron fut recueilli et élevé par Apollon et Artémis, qui lui enseignèrent les arts et les sciences. Cette éducation divine fit de lui le plus sage des centaures, capable de transcender sa nature sauvage. Mais Chiron ne renia jamais sa part animale. Au contraire, il l'intégra à sa sagesse, comprenant que sa force physique et sa connexion instinctive avec la nature étaient des dons précieux. Il développa ainsi une sagesse holistique, embrassant toutes les dimensions de son être. Cette sagesse, il la transmit à des générations de héros et de princes. Achille, Jason, Asclépios, Actéon et bien d'autres bénéficièrent de son enseignement. Il leur apprit non seulement les arts de la guerre et de la chasse, mais aussi l'éthique, la musique, la médecine et l'astronomie. Son approche pédagogique était unique. Il ne séparait pas la théorie de la pratique, l'intellect du corps. Pour lui, apprendre était une expérience totale, engageant toutes les dimensions de l'être. Ainsi, lorsqu'il enseignait la médecine à Asclépios, il ne se contentait pas de lui transmettre des connaissances abstraites. Il l'emmenait dans la forêt, lui montrait les plantes médicinales dans leur habitat naturel, lui faisait sentir leur parfum et goûter leur saveur. De même, lorsqu'il formait Achille à l'art de la guerre, il ne lui enseignait pas seulement des techniques de combat. Il lui apprenait à écouter son corps, à se mouvoir en harmonie avec son environnement, à percevoir les intentions de son adversaire avant même qu'il n'agisse. Cette pédagogie intégrative, qui ne sépare pas le corps de l'esprit, nous apparaît aujourd'hui comme remarquablement moderne. Elle préfigure les approches holistiques de l'éducation qui commencent à émerger dans notre propre époque. Car nous redécouvrons aujourd'hui ce que Chiron savait déjà. L'apprentissage véritable n'est pas une simple accumulation de connaissances. C'est une transformation de l'être tout entier, une initiation qui engage toutes nos dimensions. Les centaures nous rappellent ainsi que la sagesse n'est pas l'apanage exclusif de la raison humaine. Elle naît aussi de notre connexion profonde avec le monde naturel, de notre capacité à écouter non seulement avec notre intellect, mais avec tout notre être. Dans les forêts de Thessalie, chaque centaure développait une relation unique avec son environnement. Certains étaient au plus proche des rivières et des sources, d'autres des montagnes et des grottes, d'autres encore des arbres et des plantes. Cette diversité créait une communauté riche et complexe, où chacun apportait sa perspective unique. Lors des rassemblements, ces différentes visions se complétaient, formant une compréhension plus complète du monde. Le lien des centaures avec les constellations était particulièrement profond. Ils voyaient dans le ciel étoilé non pas de simples points lumineux, mais des histoires vivantes, des mythes en perpétuel mouvement. Pour eux, le firmament était un livre ouvert où s'inscrivait la mémoire du cosmos. La constellation du Sagittaire, représentant un archer mi-homme mi-cheval, était particulièrement sacrée à leurs yeux. Ils y voyaient l'image de leur ancêtre mythique, celui qui avait enseigné aux premiers centaures l'art de l'archerie et de la chasse. Chaque nuit d'été, lorsque cette constellation brillait au zénith, ils organisaient une célébration spéciale. Des flèches enflammées étaient tirées vers le ciel, comme pour saluer leur ancêtre stellaire. Ce rituel renforçait leur sentiment d'appartenance à un ordre cosmique plus vaste que leur existence terrestre. Les centaures avaient également un rapport particulier au temps. Grâce à leur double nature, ils percevaient simultanément le temps cyclique de la nature et le temps linéaire de la conscience humaine.
Cette double temporalité leur donnait une perspective unique sur l'existence. Pour un centaure, le présent n'était jamais vraiment séparé du passé ou du futur. Chaque instant contenait en lui la mémoire des cycles précédents et l'anticipation des cycles à venir. Cette vision holistique du temps leur permettait de vivre pleinement l'instant présent, sans perdre de vue sa place dans l'ensemble. Au cœur de l'été, lorsque la chaleur rendait les journées étouffantes, les centaures se réfugiaient près des cours d'eau. Les cascades fraîches du mont Pélion leur offraient un havre de paix où ils pouvaient se désaltérer et se reposer à l'ombre des grands arbres. L'eau exerçait sur eux une fascination particulière. Éléments fluides et changeants, elle reflétait leur propre nature, à la fois constante et transformatrice. Ils y voyaient le miroir de leur âme, capable de calme profond comme de tempêtes soudaines. Les jeunes centaures apprenaient à nager dès leur plus jeune âge. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les chevaux craindraient l'eau, les centaures s'y mouvaient avec grâce et aisance. Leurs bras puissants fendaient les flots, tandis que leurs jambes équines propulsaient leur corps avec force. Cette aisance aquatique ajoutait encore à leur mystère. Créatures des forêts et des montagnes, ils étaient également à l'aise dans l'eau, transcendant ainsi les limitations habituelles des espèces. Cette polyvalence symbolisait leur capacité à s'adapter et à évoluer dans différents milieux. L'automne était pour les centaures une saison de préparation et de récolte. Ils cueillaient les fruits sauvages, rassemblaient les herbes médicinales et stockaient des provisions pour l'hiver à venir. Cette période était marquée par une activité intense mais ordonnée, chaque centaure connaissant son rôle dans l'effort collectif. Leurs abris d'hiver étaient des grottes naturelles, aménagées avec soin pour offrir protection et confort. Des peaux d'animaux recouvraient le sol. Des ouvertures étaient creusées dans la roche pour permettre à la fumée de s'échapper, et des herbes aromatiques étaient suspendues aux parois pour purifier l'air. Dans ces refuges souterrains, les centaures passaient les mois les plus froids, préservant leur énergie et leur chaleur. Ce retrait hivernal n'était pas vécu comme une contrainte, mais comme une opportunité de se tourner vers l'intérieur, de méditer et de partager. C'était le temps des histoires, des chants et des enseignements. Les plus anciens racontaient les légendes du passé, transmettant ainsi la mémoire collective. Ils parlaient des origines du monde, de la naissance des dieux et des premiers centaures. Ces récits n'étaient pas de simples divertissements. Ils constituaient le cœur de leur identité et de leur sagesse. Parmi ces légendes, celle de la création des centaures était particulièrement importante. Selon ce mythe, les premiers centaures naquirent d'un malentendu cosmique, d'une rencontre improbable entre l'humain et le divin. Cette origine paradoxale expliquait leur nature duelle et leur position entre deux mondes. Mais plutôt que de voir cette dualité comme une malédiction, les centaures la considéraient comme un don. Être à la fois humain et animal leur permettait de comprendre et d'habiter le monde d'une manière unique, embrassant à la fois la pensée abstraite et l'expérience sensorielle directe. Cette sagesse, ils la partageaient volontiers avec ceux qui venaient les consulter. Des voyageurs de toute la Grèce gravissaient les pentes du mont Pélion pour rencontrer ces êtres légendaires et bénéficier de leurs conseils. Oracles, guérisseurs, philosophes. Les centaures jouaient de nombreux rôles pour ceux qui savaient les trouver. Leur renommée était telle que même les dieux les consultaient parfois. Apollon, dit-on,
venaient régulièrement s'entretenir avec Chiron des mystères de la médecine et de la musique. Artémis chassait en compagnie des centaures les plus habiles, appréciant leur connaissance intime des forêts et de leurs habitants. Cependant, tous les dieux n'étaient pas aussi bienveillants envers ces créatures hybrides. Zeus, en particulier, se méfiait de leur sagesse et de leur indépendance. Il craignait qu'ils ne deviennent trop puissants et ne remettent en question l'ordre olympien qu'il avait établi. Cette méfiance divine explique peut-être pourquoi les centaures furent progressivement marginalisés dans le monde grec. À mesure que la civilisation humaine s'étendait et que les forêts reculaient, leur territoire se réduisait comme une peau de chagrin. Pourtant, ils ne disparurent jamais complètement. Dans les recoins les plus sauvages de la Thessalie, loin des regards humains, quelques centaures continuèrent à vivre selon leurs anciennes traditions. Leur nombre diminua, certes, mais leur sagesse se préserva, transmise de génération en génération. Et même lorsque le dernier centaure quitta ce monde, leur esprit continua à vivre dans la mémoire collective des Grecs. Les artistes les représentaient sur les vases et les frises des temples. Les poètes chantaient leurs exploits. Les philosophes méditaient sur leur nature paradoxale. Car les centaures incarnaient une vérité trop profonde pour être oubliée, celle de notre propre dualité. Être de raison et de passion, de culture et de nature, nous portons en nous la même tension fondamentale que ces créatures mythiques. Cette tension n'est pas à résoudre mais à habiter pleinement. Telle est la leçon des centaures, ces sages à 4 jambes qui parcouraient jadis les forêts de Thessalie. Ils nous enseignent que notre force réside précisément dans notre complexité, dans notre capacité à être multiples tout en restant un. La sagesse des centaures nous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de nos propres paradoxes. Elle nous encourage à embrasser nos contradictions plutôt qu'à les fuir, à voir en elles non pas des obstacles mais des opportunités de croissance. Dans nos rêves, parfois, nous galopons librement à travers des paysages infinis. Notre corps se métamorphose, devenant à la fois humain et animal. Nous ressentons la puissance des sabots frappant le sol, l'ivresse de la vitesse, la communion parfaite avec la nature environnante. Ces rêves ne sont peut-être pas de simples fantasmes. Ils sont peut-être l'expression d'une mémoire ancestrale, d'une aspiration profonde à retrouver cette unité perdue avec le monde naturel. Ils nous rappellent que, quelque part en nous, vit encore l'esprit des centaures. Écoutez attentivement dans le silence de la nuit. N'entendez-vous pas au loin le martèlement sourd de sabots sur la terre humide? N'est-ce pas le souffle puissant d'un centaure galopant dans la forêt obscure, sa silhouette se détachant sur la lune pleine? Ce n'est peut-être qu'un rêve, une illusion créée par le vent dans les feuilles. Ou peut-être est-ce le signe que les centaures sont toujours parmi nous, invisibles mais présents, gardiens silencieux d'une sagesse oubliée. Car après tout, les mythes ne meurent jamais vraiment. Ils se transforment, s'adaptent, trouvent de nouvelles formes pour continuer à nous parler. Les centaures, ces êtres de chair et de légende, continuent à galoper dans notre imaginaire collectif, porteurs d'un message intemporel. Ils nous rappellent que nous sommes des êtres de frontières, vivant à l'intersection de multiples mondes. Humains et animaux, rationnels et intuitifs, individuels et collectifs, nous sommes, comme eux, des créatures de paradoxes. Et c'est dans l'acceptation de ce paradoxe que réside notre plus grande force.
non pas dans la domination d'une partie de nous-mêmes par une autre, mais dans leur harmonisation, leur danse commune sous le ciel étoilé. Telle est la leçon des centaures, ces maîtres de la dualité transcendée. Alors que votre esprit s'apaise et que votre corps se détend, laissez la sagesse des centaures vous envelopper comme une douce couverture. Laissez leur galop régulier bercer votre conscience, vous emportant vers des paysages de rêve où l'impossible devient possible. Imaginez-vous chevauchant aux côtés de Chiron sur les pentes verdoyantes du mont Pélion. Sentez le vent caresser votre visage, entendez le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Respirez l'air pur des montagnes, imprégné du parfum des herbes sauvages et des fleurs printanières. Le vieux centaure vous guide à travers des sentiers secrets, connus de lui seul. Il vous montre les sources cachées où l'eau jaillit, cristalline, des profondeurs de la terre. Il vous indique les plantes rares, aux propriétés curatives, vous enseigne à reconnaître leur parfum et leur texture. Son pas est sûr et régulier, adapté au terrain qu'il connaît intimement. Sa voix profonde vous raconte les histoires anciennes, les mythes fondateurs qui donnent sens au monde. Ses paroles coulent comme un ruisseau, claires et apaisantes, portant une sagesse millénaire. À mesure que vous l'écoutez, vos paupières deviennent lourdes, votre respiration plus profonde. Le monde extérieur s'estompe doucement, remplacé par un paysage intérieur de paix et de quiétude. Vous êtes à la fois ici et ailleurs, présent et absent, éveillé et endormi. Comme les centaures, vous habitez maintenant un espace intermédiaire, un entre-deux, où les contraires se rejoignent et s'harmonisent. C'est le lieu du repos véritable, où l'être entier peut se régénérer et se ressourcer. Dans ce sanctuaire intérieur, le temps s'écoule différemment. Les heures s'étirent comme des ombres au crépuscule. Les minutes s'allongent comme des après-midi d'été. Vous êtes libéré des contraintes habituelles, libre d'explorer les vastes paysages de votre conscience. Les centaures vous accompagnent dans ce voyage. Leurs silhouettes majestueuses se découpent sur l'horizon de vos rêves. Leurs sabots marquent le rythme de votre respiration. Ils sont les gardiens bienveillants de votre sommeil, veillant à ce que rien ne trouble votre repos. Et tandis que vous dérivez doucement vers les profondeurs du sommeil, une dernière image vous accompagne, celle d'un centaure immobile au sommet d'une colline, sa silhouette se détachant sur le ciel étoilé. Il vous regarde avec bienveillance, vous saluant d'un geste de la main avant de se fondre dans la nuit. Que les centaures veillent sur vos rêves et guident vos pas sur les chemins de la sagesse. Que leur nature duelle vous inspire à embrasser votre propre complexité avec courage et sérénité. Que leur galop résonne dans votre cœur comme un rappel de votre liberté essentielle. Dormez en paix, voyageurs des mondes intermédiaires. Les centaures gardent vos rêves jusqu'à l'aube nouvelle. Nous arrivons à la fin de notre voyage parmi les centaures. Ces créatures mi-hommes, mi-chevaux qui nous rappellent notre propre dualité. J'espère que cette exploration entre sagesse et nature sauvage vous a offert un moment de détente et de réflexion. Si vous souhaitez continuer à explorer les mythes et légendes qui nous bercent depuis l'aube des temps, je vous invite doucement
à vous abonner à la chaîne. Maintenant, installez-vous confortablement. Sentez votre corps s'alourdir, comme si vous vous enfonciez dans les feuilles douces du mont Pélion. La musique qui suit accompagnera vos derniers pas vers le sommeil. Laissez-la vous envelopper comme le chant lointain des centaures sous les étoiles. Dormez bien.